Le balado « Décarboner un bâtiment à la fois » vous est présenté par Secobois, un organisme qui soutient les professionnels de la construction en bois. Bienvenue au balado « Décarboner un bâtiment à la fois », le balado qui explore comment chaque bâtiment peut devenir un allié dans la lutte contre les changements climatiques ou chaque action compte dans la création d'un avenir plus durable. Si vous êtes curieux de savoir comment réduire l'empreinte carbone de nos bâtiments, ce balado est fait pour vous. Épisode 2. Politique européenne et carbone intrinsèque. Les politiques jouent un rôle crucial dans la manière dont nous concevons, construisons et rénovons nos bâtiments. Dans cet épisode, nous explorerons les réglementations, les incitations et les visions européennes qui influencent les pratiques des professionnels de la construction vers la conception de bâtiments plus respectueux de l'environnement. Bienvenue dans cet épisode du balado « Décarboner un bâtiment à la fois ». Mon nom est Caroline Frenette, je suis ingénieure et je suis gestionnaire senior construction durable et formation chez Secobois. Dans cet épisode dédié aux politiques européennes sur le carbone intrinsèque dans les bâtiments, nous avons la chance d'accueillir deux experts qui ont traversé l'Atlantique pour venir nous rencontrer, soit Marika Frenette, qui est architecte urbaniste et présidente de la firme Wigwam en France et Studio Carbone au Québec. Merci, bienvenue Marika, merci d'être là. Et nous avons Xavier Ledesne, qui est directeur de la division stratégique en développement durable de la firme Ramboll en Belgique. Donc, bienvenue, Xavier. Donc, pour commencer, Xavier, je vais te demander, en fait, Ramboll, c'est une firme qui travaille, qui a différents ingénieurs multisectoriels. Et toi, tu travailles vraiment dans la firme plus conseil stratégique en développement durable, puis vous conseillez la Commission européenne sur les différentes politiques. Donc, je te demanderais peut-être de nous parler un petit peu des politiques en termes de carbone intrinsèque en Europe, faire un petit survol, puis de voir un peu là, les différences entre les différents pays. Mm-hmm. Très bien. Donc effectivement, en Europe, on s'est depuis longtemps, je pense depuis les années 80, intéressé à l'empreinte carbone du bâtiment. Ce n'est que plus récemment qu'on a commencé à s'intéresser au carbone intrinsèque, dans un champ où jusqu'à présent on s'intéressait essentiellement à la question de l'efficacité énergétique, la performance énergétique des bâtiments. Alors il y a un double mouvement qui s'est opéré en Europe, peut-être même un triple mouvement, si on commence peut-être quand même par l'initiative du secteur, à travers des initiatives de normalisation, de labellisation et aussi les cadres de référence en développement durable qui progressivement ont installé une pratique un peu d'analyse du cycle de vie, une pratique, je dirais, de terrain, de praticiens sur base volontaire. Et quelques pays pionniers, je citerai parmi eux la Hollande, enfin les Pays-Bas, la France et le Danemark, se sont intéressés en fait au carbone intrinsèque et se sont dit qu'il était peut-être nécessaire pour accélérer le mouvement de réglementer. Donc en fait, ces pays-là se sont dotés de réglementations qui impliquaient de mesurer le carbone intrinsèque dans les bâtiments par le biais d'une analyse du cycle de vie et en fait de le limiter, c'est-à-dire de poser des limites généralement par mètre carré de la quantité de carbone qu'on peut émettre pour la construction d'un nouveau bâtiment. Donc la première réglementation, je pense en 2018 en Hollande, elle est assez particulière, elle arrivait avant les autres, donc elle se base sur une analyse coût-bénéfice, donc plutôt une analyse économique, dans la tradition, j'ai envie de dire, des politiques publiques en Hollande. Et puis ensuite, la France est arrivée, je crois, avec la RE 2020 en 2022, enfin, en tout cas avec une réglementation effective en 2022 et au Danemark en 2023. Et en parallèle de cela, donc le troisième mouvement, c'est l'Union européenne, par le biais de la Commission européenne, qui a commencé aussi à s'intéresser à la question, parce qu'elle elle a été alertée par le secteur, qui travaillait sur ces sujets-là, comme je l'ai dit, depuis 1 ou 2 décennies, sur la nécessité aussi de s'atteler au problème du carbone intrinsèque, et donc a entamé l'élaboration d'une feuille de route qui devait me permettre de mettre en cohérence un certain nombre de politiques pertinentes pour traiter du carbone intrinsèque.
Et en fait, l'opportunité s'est présentée via la révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Donc une directive a priori quand même plutôt donc vouée à traiter du carbone opérationnel, la consommation énergétique des bâtiments. Eh bien, la Commission européenne a proposé d'établir un cadre de réglementation du carbone intrinsèque avec l'obligation pour les États membres de légiférer sur la question. Voilà. Et donc cette directive a été négociée, un accord a été obtenu, je crois, à la fin de l'année dernière, et normalement devrait être voté le 12 avril de cette année. Et donc on devrait, à partir de cette date-là, disposer d'un cadre réglementaire obligatoire sur la question. Voilà, donc en 3 mouvements, l'initiative des acteurs, ensuite l'initiative des États membres, et enfin la Commission européenne qui arrive pour, je dirais, imposer à chacun des États membres, au-delà des États membres pionniers, la réglementation du carbone intrinsèque des bâtiments. Donc, ce cadre européen, finalement, vient encadrer certains éléments, mais n'empêche pas chacun des États membres d'avoir leur propre réglementation puis d'aller à la vitesse où ils veulent aller. Est-ce que c'est ce Oui, donc c'est toujours un petit peu l'enjeu. L'Union européenne fonctionne de telle manière que souvent, il y a des États membres qui prennent l'initiative, qui montrent la possibilité de réglementer, qui aussi, je dirais, expérimentent et donc permettent de véhiculer un certain nombre de bonnes pratiques. Mais effectivement, l'enjeu dans ces cas-là, c'est pour les politiques européennes de ne pas, je dirais, empêcher ou freiner l'innovation. Donc c'est tout l'enjeu. Et donc effectivement, la réglementation européenne, telle qu'elle a été imaginée sur ces questions-là, comme dans beaucoup d'autres domaines, donne des lignes directrices que doivent suivre les États membres, mais à charge des États membres de trouver la bonne manière d'avancer sur la question en prenant compte des pratiques existantes, des enjeux particuliers. Enfin voilà, il y a plein de bonnes raisons que de ne pas appliquer un modèle homogène dans un territoire ou dans une région telle que l'Europe, qui est une région très, très diverse. Merci. Donc, Marika, toi, tu es présidente de WIGWAM. WIGWAM, vous accompagnez les maîtres d'ouvrage dans l'évaluation ou la recherche du bâtiment environnemental, finalement, de la qualité environnementale des bâtiments en France depuis, depuis 17 ans. Donc, est-ce que tu peux nous dire, toi, vraiment, la RE 2020 en France, comment ça s'est mis en place? Comment vous pouvez l'appliquer maintenant? Bien, effectivement, donc Caroline, j'ai créé l'entreprise en 2007. 2007, c'est 2 ans après la réglementation thermique 2005, qui a été très importante en France parce que c'était un palier important en route vers les bâtiments basse consommation, un peu le chemin qui est fait souvent dans les pays. On commence par la question énergétique. Il faut se rappeler que l'énergie en Europe et notamment en France, c'est 4 fois plus cher actuellement qu'ici. Donc, c'est un palier énorme. En fait, c'est un levier énorme pour pouvoir faire accélérer les réglementations. Donc, en 2005, on a cette réglementation. Je crée l'entreprise en 2007 avec une Allemande. Et notre idée, c'est d'accompagner avec les meilleures pratiques européennes, notamment germaniques, autrichiennes et d'Europe du Nord, les professionnels, que ce soit les donneurs d'ouvrages, publics ou privés, mais aussi les bureaux d'architectes, les firmes d'ingénieurs. L'idée, c'est d'être à l'interface de tous ces sujets. On parle souvent de conception intégrée dans les bâtiments environnementaux. Ben, ça a toute sa place parce que quand on travaille sur les sujets d'énergie et carbone, effectivement, il faut tout croiser. Alors, la RE 2020, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Avant, on avait des réglementations qui s'appelaient RT, réglementation thermique, un peu le code de l'énergie. Et à partir de 2016, il n'y a pas de hasard, 1 an après l'accord de Paris 2015, quand on fait un accord de Paris internationalement connu, on a intérêt à balayer devant sa porte le lendemain. Et donc, c'est ce qui s'est passé, une accélération assez incroyable de beaucoup de réglementations, dont le fait de commencer à réfléchir. À l'époque, en 2016, les organismes de recherche français, l'ADEME, très impliqués dans le sujet, l'Agence de l'environnement, commencent à regarder effectivement qu'à côté de la question énergétique sur un bâtiment neuf qui finalement, avec des bâtiments qui étaient déjà très performants, on a un niveau aujourd'hui qui est quasiment au niveau passif réglementaire. L'idée était de se dire, finalement, quand on s'occupe de l'énergie, la question du carbone intrinsèque devient fondamentale. On sait, ça peut être 80-90% de l'impact d'un bâtiment qui est lié aux matériaux. Et donc, en 2016, les différents organismes, institutions qui s'occupent de ça, le CSTB, l'ADEME, etc., décident de mettre en place une expérimentation qui est extrêmement importante parce que cette expérimentation en 2016, on est aujourd'hui en 2024, c'est à peu près
6 ans d'expérimentation. C'est à peu près le temps qui nous sépare aujourd'hui du code du carbone qui est annoncé en 2030. 6 ans, c'est la période pendant laquelle, de manière invisible pour les autres pays européens, donc ils ne voient pas ce qu'on est en train de faire, parce que la France ne communique pas en anglais, donc personne ne sait qu'on est en train de préparer un truc assez révolutionnaire. On lance une expérimentation qui s'appelle E+, C-, pour énergie, carbone. Et donc, cette question de l'expérimentation, elle est de pouvoir se dire, on va travailler d'abord à récolter les pratiques sur le terrain, on va prendre des projets tels qu'ils se font aujourd'hui, puis on va regarder en fait leur seuil de carbone intrinsèque pour se dire, dans la pratique courante, voilà ce qui se fait. À partir de ce travail, main dans la main avec les professionnels, parce que c'est un travail particulier qui a été fait avec des groupes de travail de professionnels de tous les métiers, on commence à avoir une vision de où on part. C'est important, on part de là. OK. Maintenant, on regarde la direction. La direction, c'est de se dire, le bâtiment, dans la stratégie nationale bas carbone de la France, mais c'est la même chose pour tous les pays. OK, on parle de carboneutralité en 2050. Ça veut dire qu'on fait descendre tous les secteurs d'ici 2050. Concrètement, le bâtiment doit descendre de combien? Et pour descendre de combien, qu'est-ce qu'il doit faire au niveau énergie carbone? C'est assez simple, en fait. Mais il faut partir du haut, la Terre, l'Europe, la France, et ensuite de ça, les secteurs. Donc, le secteur du bâtiment a une feuille de route qui va lui être assignée et dans lequel la fixation des seuils carbone va être un compromis entre voilà ce que l'on doit faire et voilà d'où part le secteur et ce qu'on va devoir faire changer. Donc, c'est ça, en fait, qui va se passer pendant ces 6 ans. Des groupes de travail, la récolte, l'observatoire E+C-, qui récupère les données, qui fait mouliner, qui teste des seuils avec des volontaires. Donc, nous, on a fait partie des 7 premières opérations qui ont été faites. Donc, on était sur du logement collectif social, donc une catégorie, le bâtiment pour HLM avec bas carbone. Et on va commencer, en fait, à tester et on doit faire des retours, non seulement sur les chiffres, mais sur ce qui se passe pour nous. En fait, quelque part, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui ne marche pas? Le donneur d'ouvrage fait ses retours, l'économiste qui fait le chiffrage des projets, les architectes, les ingénieurs, les gens d'environnement comme nous. Et donc, c'est vraiment un travail main dans la main qui permet d'affiner petit à petit et de pouvoir sortir. Donc, en gros, il y avait 4 catégories pour l'énergie et 2 seules pour le carbone. L'énergie étant déjà bien avancée, le gouvernement se dit, bon, on va mettre 4 catégories d'énergie, ce qui fait qu'on commence à avoir des bâtiments qui sont E2, C1, E3, C2. Et donc, l'idée, c'est de commencer à s'habituer sur un point extrêmement important, c'est cet arbitrage qui va croiser l'énergie et le carbone. C'est une des particularités de la France. Aujourd'hui, on est le seul pays qui croise le carbone de manière intégrale, qui doit faire un compromis entre l'ensemble et non pas d'un côté l'énergie et de l'autre le carbone. Donc la RE 2020, c'est juste la suite de cette expérimentation qui a quelque part formalisé, cristallisé par typologie de bâtiments. À partir de 2021, on nous annonce, alors il y a eu du retard, 2020 c'est parce qu'il y a le Covid, donc on a gardé le nom, mais en réalité ça aurait dû sortir en 2020. Et donc c'est sorti début 2022 d'abord pour le logement, et là actuellement on est en train de séquencer toutes les typologies, sauf que ce qu'il faut savoir c'est que bientôt, je reviendrai pour vous parler de la RE 2025, puisque c'est une réglementation qui oblige à une diminution de carbone 12% à tous les 3 ans. Et oui, on est dans une trajectoire climat. Malheureusement, on ne peut plus dire on a fait le job, c'est bon. C'est on a fait le job, prochaine étape. Il faut encore continuer les efforts. Donc aujourd'hui, les équipes de travail réglementaires travaillent sur la prochaine réglementation au quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est avec les donneurs d'ouvrage. Nous, on a plutôt tendance à travailler avec des donneurs d'ouvrage qui veulent être devant, dans un groupe social, quel qu'il soit. C'est de la psychologie sociale. 15% sont des pionniers, sont des early adopters. Et donc, souvent, c'est ceux-là qui vont ouvrir le chemin, qui osent prendre des risques. Donc, ces 15%, ils sont importants. Et ces 15%, souvent, vont vouloir aller l'étape d'après. Donc, actuellement, nous travaillons sur des projets RE 2025 de manière à ce qu'on puisse annoncer. Donc, c'est vraiment un mouvement, le mot est anglais, working progress. C'est vraiment un mouvement qui est en cours et qui ne s'arrêtera pas. Alors, c'est vrai que c'est vraiment une particularité, moi, pour parler beaucoup avec des confrères qui sont des pays nordiques. Ils ont un processus. Chaque pays trouve son processus, en fait. C'est ça qui est intéressant. Alors, c'est vrai que les autres pays sont assez souvent surpris quand on leur explique en anglais ce qu'on fait parce qu'ils ne le connaissent pas, en fait, les professionnels. Parce que la France ne communique pas en anglais. Donc, je suis contente de communiquer
en français sur le sujet. C'est super. Donc, ce qu'on comprend, c'est vraiment en France, ça s'est mis en place, les réglementations sont là, les seuils sont là, sont annoncés à l'avance où est-ce qu'ils vont. Il y a d'autres réglementations en Europe qui sont peut-être plus de divulguer l'information sur l'analyse du cycle de vie. Comment vous voyez ces politiques-là? Comment ça influence la méthodologie? Comment ça influence l'avancée de l'analyse du cycle de vie, des bases de données, tout ça? En fait, c'est un mouvement incroyable. Le réglementaire est obligatoire aujourd'hui. On ne peut pas se contenter d'être sur des démarches volontaires type label. Pour moi, les labels ont permis de créer un momentum. Moi, j'ai commencé à travailler sur le sujet de l'environnement il y a une 30aine d'années. C'était Rio de Janeiro, etc., le sommet de Rio. Et donc, en fait, quelque part, comprendre déjà le développement durable, comprendre le problème de la Terre, et comprendre dans son secteur qu'est-ce qui allait être fait. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et les labels qui donnaient quelque part un guide avec des étapes étaient importants pour comprendre. Il y a 15-20 ans, en fait, heureusement qu'on avait des guides parce qu'on ne voyait pas du tout de quoi on parlait. Aujourd'hui, la réglementation doit mettre tout le monde au même niveau. Il n'y a plus de volontariat possible. Sinon, on voit bien que quand on regarde les résultats de la montée du CO2 et des secteurs, ça ne bouge pas, ou ça bouge très peu. Donc, voilà. Pardon. Et non, pour compléter ce que j'ai dit, Marika, effectivement, je pense que la réglementation était nécessaire. Moi, je me suis déjà retrouvé dans des réunions avec des investisseurs du secteur de l'immobilier qui, à l'évidence, ne croyaient pas en le pouvoir de la réglementation et qui me mettait au défi de citer un exemple où la réglementation allait plus vite que l'économie. En l'occurrence, ici, je pense qu'il y avait besoin effectivement d'accélérer. Je me dis quand même, par rapport à la question que tu posais, je me dis quand même. Je pense qu'il faut quand même bien prendre conscience de la nécessité de ne pas braquer le secteur. Alors, je ne sais pas ce qui a fait qu'en France, on était prêt. Peut-être effectivement qu'il y avait, comme tu l'as expliqué, le momentum des accords de Paris. Bon, dans les pays nordiques, c'est autre chose. Il y a une tradition de la durabilité qui remonte aux années 80, quand on a commencé à construire les réseaux de chaleur et qu'on a imaginé Copenhague neutre carbone. C'était pionnier, mais c'est dire si c'était déjà intégré dans les mentalités et finalement aussi dans les pratiques. Par contre, peut-être pour faire aussi le parallèle avec peut-être certaines parties du Canada ou certains segments du secteur de la construction au Québec, voilà, il peut y avoir des freins qui sont liés au manque de connaissances, au manque de pratiques. Et donc ça, il faut quand même bien l'intégrer quand on initie une démarche de réglementation. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une réglementation qui est en place et qui n'est pas appliquée. Et donc, il faut amener les acteurs progressivement à l'acceptation de la réglementation, les amener à les équiper pour la mettre en œuvre. Et c'est là, effectivement, que la formation, que des démarches pilotes peuvent venir aider à accompagner la mise en œuvre d'une réglementation qui doit arriver après une phase de préparation. Alors pour le coup, qui peut prendre plein de formes. En France, c'est effectivement l'État qui a dit on va lancer une initiative pilote. Je parlais de la Hollande en 2018. Ce sont des acteurs privés qui ont commencé à collecter de la donnée ACV pour essayer de faire avancer le sujet. Je pense qu'en Europe de l'Est, l'impulsion de la Commission, donc si je vais faire un parallèle encore une fois avec le Québec et le Canada, le niveau fédéral, cette impulsion-là aussi est importante pour que là où il y a plus de freins, il y ait quand même un mouvement qui s'engage. Peut-être juste sur la question de braquer, je trouve ça hyper intéressant. Effectivement, culturellement, c'est important de voir comment on peut travailler culturellement. Les traits culturels sont là. Et je te remercie en fait de m'amener sur ce sujet parce qu'en France, on a une tradition de passer les choses en force. Qu'elles soient au niveau de l'État ou que ce soit au niveau, on voit bien, on est quand même une spécialité qu'on peut exporter sur les grèves. Et donc, en fait, on a cette habitude du débat musclé. Vraiment. Et ça ne cause pas problème de ne pas être d'accord et de le dire. En fait, c'est une culture dans laquelle on ne fait pas semblant d'être d'accord si on ne l'est pas. On le dit.
voire on le dit fortement. Ce qui fait que je pense, merci, qu'en France, c'est possible d'imposer, parce qu'il n'y a personne qui applaudit en disant « Super, ça va être compliqué, ça va coûter plus cher, ça va nous prendre plus de temps. » Les professionnels, au début, on a patiné et ça a été compliqué, parce que ça veut dire que c'est du temps qui n'est pas vendu au client. Personne ne veut acheter cette valeur ajoutée de faire autrement. Et donc, ça s'est fait. Il y a eu des lobbies qui sont venus taper en disant « C'est pas possible ». Mais en gros, derrière, ce qu'il faut se rappeler, c'est notre bien commun, une planète qui va très mal. Et donc, chaque fois, je pense que la pédagogie, tu l'as dit, il faut d'abord commencer par dire il y a urgence. Le développement durable était chouette, parce que j'ai commencé dans l'ambiance développement durable. On faisait un bâtiment bien, on avait quelques mille nouveaux matériaux, on avait un label, et ça continuait, on pouvait faire comme avant. Résultat, ça n'a pas bougé, ou à peine. Donc, l'idée de se dire l'urgence climatique, c'est de se dire qu'on est vraiment dans une situation qui est très complexe pour les générations futures. Ça devient vraiment aujourd'hui le sommet, l'accord de Paris 2015, il a explosé complètement. On est à plus 1,3 degré, il faut être 1,5 2050, donc oublions ça. Il faut lire le rapport du GIEC, il faut le communiquer. Rapport du GIEC, la dernière édition, dit que c'est encore pire que ce qu'on imaginait. C'est vraiment pas agréable tout ça, parce qu'on se dit, on aurait aimé faire tout ça avec un sentiment de contribuer à quelque chose de bien. Or, si on n'est pas au bon niveau, c'est pas que je dirais que ça sert à rien de le faire, mais il faut vraiment se questionner, c'est que finalement, on fait ces efforts. Donc, c'est pour ça que la réglementation doit à la fois, donc, je te remercie sur ce point, c'est être pédagogique, non pas sur la réglementation, mais pourquoi on le fait? Quelle est la raison d'être? C'est pas la politique du Québec, c'est pas la politique du Canada, c'est une planète, c'est tout. Et donc, expliquer à quel point cette planète va pas bien et à quel point chacun y contribue. C'est pas parce que je dis souvent, c'est pas parce que la France est en avance que ça va marcher, c'est que 1% en fait de l'empreinte de la Terre. Donc autant dire que même nous, ce que l'on fait aujourd'hui a peu d'importance. Et le Québec est une toute petite province en nombre de population. Donc il faut vraiment se dire que c'est par effet contaminateur positif, ça sera un Covid positif, si tout le monde se met dans ce mouvement. Mais tu as raison, il faut comprendre l'urgence, il faut comprendre en quoi la réglementation amène une trajectoire climat, il faut l'expliquer en fait, il ne faut pas jargonner là-dessus. Il y a une trajectoire climat et ça s'inscrit là-dedans. Donc, ce qu'on voit, c'est que la réglementation, d'une part, elle aide à développer toutes ces méthodologies pour qu'on puisse la mettre en place. Et d'un autre côté, elle aide aussi l'industrie, parce que toute l'industrie de la construction avance. Comment vous voyez ça, ces changements-là en France, peut-être en Europe, des nouvelles méthodes, de l'avancée, finalement, des nouveaux produits? Comment on le voit? Je vais peut-être donner une perspective européenne et aussi mettre en perspective l'expérience française. Moi, j'ai travaillé sur une étude de marché pour un groupe de la construction, tout ce qui est plus traditionnel, un groupe de la construction belge qui a une filiale en fait bois, qui fait face à quelques difficultés pour développer son activité. Et donc, se sont posé la question, c'est quoi le potentiel du bois dans la construction? Et donc, on a mené une étude de marché qui reposait sur différents axes d'analyse, y compris de la simulation de la demande. Et donc, on s'intéressait notamment à la question de la pénétration actuelle et future du bois dans la construction. Et on se rendait compte que selon les pratiques, selon les traditions de construction, de méthodes de construction, entre les différents pays. Donc ici, on parlait de la Belgique. On regardait le Luxembourg, l'Allemagne, la Hollande, la France. Enfin, on regardait autour de la Belgique, voir un peu ce qui se passait. Et donc, on se rend compte que finalement, dans les techniques traditionnelles de construction, le bois est utilisé plus ou moins selon les traditions. Par contre, ce qui était aussi très clair, c'est que la réglementation en France avait en gros clairement mis un coup d'accélérateur, et là où le bois n'était pas forcément utilisé, était appelé à l'être à l'avenir. Et ça parce que la réglementation française s'est intéressée à la question du carbone intrinsèque, donc première chose, mais aussi dans les méthodes de calcul à faire en sorte que finalement quelque part le potentiel de stockage de carbone du bois soit pris en compte dans les méthodes de calcul. Donc c'est un choix politique qui a été fait, mais qui clairement
amène et amènera à des transformations importantes sur le choix des matériaux, et notamment le choix du bois dans la construction. Là où on ne le voit pas nécessairement dans les autres pays où il n'y a pas une telle réglementation. Je confirme. En fait, c'est vraiment de la conduite du changement. Dans la conduite du changement, on va passer d'un confort ou d'un inconfort connu à un confort inconnu. Et au niveau économique, des entreprises, qu'elles soient entrepreneurs ou fabricants, manufacturiers, ont leur marché, ils le connaissent, ils savent leurs produits, à qui ils vont pouvoir le distribuer. Et on leur annonce que tout ça va être déconstruit en partie. Donc, c'est effectivement inquiétant. Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est que c'est des nouveaux marchés qui s'ouvrent complètement avec des garanties que ça va être pris. Puisque du coup, quelque part, c'est la garantie que vos efforts pour décarboner vos produits vont porter fruit, puisque du coup, ça va être obligatoire de les utiliser. Donc, en réalité, c'est un blocage qu'on peut comprendre, mais quand on regarde de l'autre côté, et je pense que ça serait important au Québec qu'on ait des témoignages de manufacturiers français ou d'entreprises. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises du béton en France, constructeurs béton, qui ont racheté des entreprises de construction bois. Donc, comme quoi, des manufacturiers qui ne faisaient pas de produits avec du contenu recyclé ou biosourcé, qui maintenant ont toute leur gamme de préparer. Donc finalement, entre les deux, il se passe quoi? Oui, perte de repères, perte de temps, d'argent. Oui, c'est une conduite du changement. Mais ce qui est de l'autre côté, et ce qui est intéressant, c'est que on est passé devant. Les manufacturiers, les entreprises ont eu les mêmes peurs. Et aujourd'hui, la confirmation, c'est qu'il n'y a personne qui reviendra en arrière parce que c'est généralisé. Alors que si vous avez simplement des démarches volontaires, ça veut dire que vous ne savez pas du tout si le marché va être là. Ça va être du cas par cas, ça va être mitigé, ça sera un produit de votre gamme, mais pas l'entièreté. Donc, en réalité, c'est... en fait, quelque part, je ne suis pas certaine qu'on puisse le faire autrement qu'en disant, à partir de maintenant, c'est comme ça. Préparez-vous. Commencez à préparer vos innovations. Ça s'en vient. Et quelque part, derrière, oui, il y a une nouvelle faction de fer qui est clairement évidente. Et puis, il y a des joueurs qui vont partir. Il y a des gens qui voudront pas, qui vont résister et qui vont dire, moi, j'y crois pas du tout. Et puis, au moment où les autres seront prêts, ils seront pas prêts. Et c'est vrai que, par exemple, le changement de matériaux peut amener des nouveaux défis dans les comment dirais-je, des défis de design, de bâtiments. On se dit c'est pas possible de faire ça en bois. Alors ça l'est peut-être pas aujourd'hui, mais dans la mesure où la réglementation le demande, celui qui trouvera la solution, va récupérer le marché. Donc je pense que la réglementation aussi a cette fonction de donner une espèce de ligne de mire, une direction de laquelle a priori elle ne se départira pas, et donc à charge ensuite aux acteurs économiques de trouver les opportunités et de trouver les solutions aux problèmes que cela peut poser à court terme, quoi. Je pense quand même que le développement de la construction en bois, ça fait comme 20-30 années qu'on est en développement de nouvelles technologies et tout ça, donc ça s'est fait aussi en parallèle, et donc ces technologies-là maintenant peuvent être prises et utilisées par les professionnels. Oui, et il y a peut-être un autre élément quand même, c'est les bases de données. Je pense qu'il faut en parler. La complémentarité de la RE 2020, c'est d'avoir une base de données la plus complète aujourd'hui, probablement au monde, mais en tout cas en Europe. 4500 référencements de produits qui non seulement ont une DEP sur l'environnement, mais aussi sur la question sanitaire, donc l'effet sur la santé. Et ces fiches déclaratives environnementales sanitaires ont démarré en 2006 à l'initiative des manufacturiers qui, je pense, à l'époque, voulaient peut-être un peu fermer le marché à des plus petits joueurs. Et puis, petit à petit, les choses se sont retournées. Et aujourd'hui, cette base de données, elle est spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire spécifique? C'est que vous avez... Au départ, elle était générique. On pouvait parler, par exemple, d'une fiche déclarative pour un revêtement à base de ciment, par exemple. Eh bien, petit à petit, les industriels ont trouvé l'intérêt de se dire, mais en fait, moi, je vais faire ma spécifique pour mon produit. Pourquoi? Parce que, par exemple, j'ai mis en place l'énergie renouvelable dans mon industrie. J'ai fait des efforts sur la gestion des déchets. J'aimerais bien que ça se voit. Et donc, petit à petit, les industriels ont commencé à se dire, moi, je vais faire ma fiche spécifique. Et donc, c'est tout bête, mais dans les logiciels ACV, vous avez une banque de données. Vous allez pouvoir choisir du générique, qui est défavorable en général. C'est le cas générique
qui est plutôt défavorable. Et vous avez trouvé la fiche d'un fabricant qui est spécifique, qui est bien meilleur. Ben, qu'est-ce que vous faites dans l'ACV? Vous dites à l'architecte de prendre ce produit-là parce qu'il est bien meilleur. Aujourd'hui, on a une majorité de fiches spécifiques sur tous les produits de la construction, 4500 fiches aujourd'hui, et ils s'en rajoutent en permanence. Donc, on comprend que chaque produit, s'ils font un effort pour aller plus en avant, pour avoir une meilleure performance environnementale, ben, ça peut être reconnu finalement complètement. Dans cette... Et ça, c'est, je pense, en parallèle de la RE 2020, il faut se dire que ça aussi, ça a permis. Aujourd'hui, c'est la seule base qui est utilisée. On ne peut pas naviguer entre plein de bases de données. Ça, c'est vraiment, c'est forcément un gros chantier, mais c'est important, quoi. Je vous amènerai peut-être à un autre endroit. On parle des matériaux, on parle des impacts sur l'environnement des matériaux. On sait que souvent, les émissions qui sont émises à même une nation, il y a une comptabilisation qui se fait. Chaque pays, chaque nation doit dire combien d'émissions ils font. Puis, dans un pays, quand on fait de la construction comme ça, on a des produits qui sont fabriqués localement, mais on a aussi des produits importés. Comment vous pensez que ces réglementations-là vont influencer les produits qui sont importés, finalement? Ouais. Alors, là, je pense qu'il faut quand même rappeler qu'une tonne de carbone émise, quel que soit l'endroit où elle est émise dans le monde, c'est une tonne de carbone qui va venir réchauffer le climat pour tout le monde. Donc, il faut quand même garder ça en tête lorsqu'on réfléchit à la responsabilité, j'ai envie de dire, sociale des secteurs. Sociale et environnementale, pour le coup. Donc ça, c'est important de le comprendre. Ensuite, effectivement, les choses sont ainsi faites que les comptabilités nationales ne prennent en compte que les émissions qui proviennent finalement de ce qui est produit sur le territoire où le carbone est comptabilisé. Alors, il se trouve que la CV, elle, ne fonctionne pas comme ça. Elle essaie de comprendre quelle est l'empreinte carbone d'un bâtiment, quelle que soit l'origine de la source d'émission. Donc, de toute façon, lorsqu'on s'attaque à une ACV, et peut-être dans un contexte où effectivement des limites sont imposées par le régulateur sur le montant de carbone qui est autorisé par mètre carré, eh bien, peu importe les sources d'émissions, peu importe la localisation de la source d'émission, elle sera prise en compte de toute façon dans l'ACV. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand bien même ces questions-là ne soient réglementées qu'en Europe, et quand bien même on importe des produits dont la production ne vient pas impacter la comptabilité carbone de l'Europe et de ses États membres, eh bien, le fait que la CVL prenne bien en compte ces émissions implique que le designer va aller chercher des produits low carbone, bas en carbone, et s'il fait le choix de le faire venir d'un autre pays, c'est bien parce que ce produit correspond à des exigences environnementales qu'il s'est fixées. Donc ça veut dire qu'il y a comme ça un effet d'entraînement et que en fixant des règles et des limites d'émissions pour des bâtiments construits en Europe, eh bien je vais dire les pouvoirs publics finalement quelque part incitent les producteurs des autres États membres des producteurs donc qui sont installés en dehors de l'Union européenne, eh bien à trouver des solutions, à produire des matériaux bas carbone qui correspondent finalement aux besoins du marché local. Alors après, ceci dit, le législateur ne pêche pas par angélisme. Il sait bien que voilà, le fait que l'Europe avance plus vite peut poser un certain nombre de problèmes. Et en l'occurrence, il y a un mécanisme aussi qui a été mis en place récemment, qui a été en tout cas adopté récemment, qui consiste en fait à ajuster en fait finalement c'est le mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières de l'Europe, donc qui est en fait une taxe qui s'impose sur les produits qui sont importés, une taxe qui vient quelque part compenser le fait que les pays, les produits importés ne sont pas soumis à la taxe carbone. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui viennent quand même corriger, mais je reste quand même sur l'idée que réglementer
en Europe vient modifier la demande et à charge aux pays tiers et aux producteurs des pays tiers de répondre à cette demande qui est celle de produits bas carbone. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau de l'ACV, de manière opérationnelle, on va vraiment regarder ce qu'on appelle les 3 scopes, donc incluant tout ce qui est indirectement produit à l'extérieur et va être ramené. Donc, ça veut dire que quand vous choisissez un produit dans l'ACV, en relation avec l'architecte, le concepteur, la fiche va prendre en compte le fait que ça a été produit à l'étranger, d'où le fait que ça favorise ce qu'on appelle la réindustrialisation de nos pays, c'est-à-dire que partout, refabriquer localement a un intérêt. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, je pense que ça, c'est complété avec toujours cette fameuse base de données détaillée. Je pense que c'est les bons ingrédients, en fait, pour que les ACV soient complets. Après l'ACV, ce qui est important, c'est qu'il doit bien partir depuis la fabrication du produit, sa mise en œuvre, son exploitation et la fin de vie. Aujourd'hui, si on ne regarde pas tout le cycle, on va s'imaginer qu'on est bon, mais peut-être qu'en fin de vie, notre produit, on ne peut pas le démonter. On ne peut pas le réutiliser, on ne peut pas le réemployer. Donc, si on ne pense pas cette fin de vie qui peut être 60, 70, voire 100 ans, ça veut dire qu'en fait, on aura gêné un déchet à la fin de vie. Donc, ça amène aussi les fabricants à réfléchir, et le bois là-dessus est très bien positionné, sur une déconstruction anticipée du produit pour réutilisation, réemploi ou recyclage. Donc, ça amène une nouvelle dimension qui est intéressante, d'où le fait que l'ACV doit prendre vraiment toute l'échelle de temps de ce produit pendant la vie dans son bâtiment, quoi. Donc, on voit finalement que ces réglementations-là, et particulièrement en France, qui ont vraiment poussé, ça l'a fait évoluer autant les outils pour faire la mesure que les technologies de construction et fait avancer l'industrie de la construction largement. Et même l'écriture architecturale, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que derrière, quand vous construisez différemment, au début, vous patouillez, puis après ça, au bout d'un moment, vous trouvez une signature, et ça change même l'identité architecturale des projets, et c'est intéressant. Mais comment vous voyez le futur? Comment vous voyez tout ça va aller... peut-être Xavier, pour commencer, oui. Oui, le futur... quand on travaille sur le carbone, on travaille généralement sur des trajectoires. Donc, on essaie de tracer une ligne entre aujourd'hui et demain. L'objectif, il est clair. Alors, il est formulé par les accords de Paris comme étant une limitation du réchauffement à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas, mais c'est un objectif ambitieux qui, aujourd'hui, je dirais... tire tout le monde vers cette direction. Et puis, en Europe, en tout cas, nous, on a cet objectif de neutralité carbone qui a été clairement formulé avec des étapes, 2030, 2040 jusqu'à 2050. Donc, je pense que la direction, elle est claire. Et je pense que les défis sont tels que je pense qu'ils ont aussi certes généré des initiatives, mais aussi, je pense, une prise de conscience de la nécessité vraiment d'agir là où on peut le faire. Et sur la question du bâtiment, je reviens un petit peu à ce qu'on disait au départ, c'était que on s'est dit faut limiter la consommation énergétique. Donc les politiques se sont beaucoup concentrées là-dessus. Je dirais d'un niveau plus général, on essaye de continuer. Des efforts sont faits pour essayer de décarboner le système énergétique en lui-même, en se disant que peut-être finalement, si on arrive à le décarboner complètement, alors on arrivera à produire du ciment et de l'acier neutre en carbone. Très bien, mais il se trouve qu'en traçant ces trajectoires justement de neutralité carbone secteur par secteur et en faisant un petit peu la somme de ce qu'on peut atteindre avec plus ou moins d'optimisme dans chacun de ces secteurs, on voit bien qu'on n'y est pas. Donc en gros, lorsqu'on tombe sur un os qui s'appelle le carbone intrinsèque, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on peut peut-être faire? Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et je pense que là aujourd'hui, la machine est lancée. Certes, là je parle en Europe, mais peut-être aussi de manière globale, il y a des pays qui avancent plus vite que d'autres. Il y a peut-être aussi des régions dans le monde qui avancent plus vite que d'autres, mais je pense que la direction est donnée, et donc le mouvement va continuer. Maintenant, je pense qu'on est face à un enjeu aussi. Alors, il y a 2 enjeux. Il y a celui de la rapidité, la vitesse à laquelle on peut effectivement réduire ses émissions, et on en a parlé tout à l'heure, on parle quand même de transformation du secteur, donc c'est pas rien. Et la deuxième, je dirais quand même, on a parlé de l'acceptabilité de ce type de transformation
transformation pour le secteur, il va falloir quand même se poser aussi la question de l'acceptabilité des populations, notamment dans un contexte qui est quand même teinté de crise du logement. Si j'ai bien compris, c'est aussi le cas ici. Et voilà. Et donc, il faut s'assurer aussi que cette transformation se fait à un coût raisonnable, un coût financier, mais aussi social raisonnable. Et donc là, je pense que ce sont les enjeux dont on va se saisir, en tout cas en Europe, la nécessité d'avoir un secteur, une économie qui est suffisamment forte que pour accompagner ce changement, enfin pour même être moteur de ce changement, et puis de l'autre côté, des politiques sociales en fait d'accompagnement de ces changements. Puis on peut voir en même temps que finalement, à partir du moment où les outils sont en place, on peut mesurer. Ben là, peut-être qu'il y a l'aspect aussi où on a une acceptabilité qui vient du fait qu'on comprend l'impact qu'on peut avoir. Et donc, c'est encourageant de voir qu'on peut effectivement peut-être trouver des solutions qui sont concrètes et qui sont efficaces. Effectivement, et peut-être pour ajouter un petit point rapidement. On se rend aussi compte quand on mouline un peu les modèles et qu'on regarde un petit peu les leviers de réduction du carbone, ben on se rend compte qu'il faut peut-être arrêter un petit peu de construire neuf à tout va, réfléchir à deux fois avant de commencer à se lancer dans un nouveau projet avec une emprise foncière, avec une empreinte carbone importante. Et donc voilà, je pense que la rénovation, elle va en poupe. Et là, je vais parler un petit peu de Ramboll, qui est un groupe d'ingénierie civile et architecture. Bon, alors on est les rois de la construction durable, mais on commence à se poser la question de voir un petit peu si on ne pouvait pas aussi réorienter nos activités et nos compétences sur de la rénovation ou du repurposing. Et ça, pour un groupe comme Ramboll, c'est l'étape suivante, quoi. Beaucoup de sujets, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'acceptabilité, oui, mais de toute façon, c'est soit on accepte de changer et il y a peut-être une espérance qu'on puisse savoir que ça fonctionne, soit on ne fait rien et il faudra accepter les conséquences, en fait, qui vont être importantes. On les voit déjà dans l'effet climatique. Donc, c'est bien ça, en fait, qui est en jeu aujourd'hui. C'est pas tant de faire, est-ce que j'accepte de faire des changements ou pas, c'est si on les fait pas, c'est grave pour les générations futures. Donc, en fait, il faut vraiment se dire que ce n'est pas comme il y a 20 ans quand on disait on accepte ou pas de faire tel changement de société. Là, on est vraiment dans autre chose. Qu'est-ce qui se préfigure ? Moi, ce que je vois, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on a une autre réglementation, la loi AGEC, qui a été mise en place sur l'économie circulaire, qui change beaucoup actuellement. Donc, nous, quelque part, même la RE 2020 est passée en arrière de cette loi sur l'économie circulaire, qui prend en compte tout simplement le parc existant. Le parc des bâtiments existants, c'est 99% aujourd'hui. Même si on fait des bâtiments neufs, très bien, si tant est qu'ils étaient nécessaires, ce ne sera que 1% en fait du parc. Donc la massification de la rénovation, la circularisation des matériaux au sein de ce qu'on appelle un concept banque de matériaux, un bâtiment est une banque de matériaux, devient fondamental. Et encore à nouveau, dans un pays où on a construit beaucoup en bois les bâtiments jusqu'à 4 étages, là je parle du Canada et du Québec, on a en fait tout ce vivier. Pour autant qu'on lui colle pas toutes sortes de matières dessus, le bois est réutilisable plein de fois, en fait. Il peut être réutilisé en revêtement intérieur si jamais il n'a plus de fonction structurelle. Si je parle de l'Europe, vous avez visité tous des cathédrales qui sont faites en général avec du chêne pris d'une grange, etc. Donc finalement, quelque part, cette recircularisation, elle est même au sein même de la construction de l'identité du Québec. Les gens qui sont arrivés ici n'avaient rien. Vos grands-parents, mes grands-parents n'avaient rien. L'esprit broche à foin, c'était bien de faire avec ce qu'on a et pas plus. Donc cette débauche en fait de consommation qu'on a eue dans les dernières années, elle est même pas liée à notre culture. En réalité, la culture des gens qui étaient ici au départ, c'était une culture de la sobriété. On fait avec ce qu'on a, on ne remplace pas en permanence, on répare. Donc la question de réparer, de restaurer va être fondamentale. Donc moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on va fonctionner de plus en plus dans un monde contraint, dans lequel, certes, la construction neuve, par exemple, biosourcée, est intéressante, bas carbone, mais ça devra être un palliatif à 1, je n'avais pas besoin de construire. 2, j'ai mutualisé des fonctions entre plusieurs bâtiments. 3, j'ai rénové, surélevé, fait une extension. J'ai comprimé, je ne m'étale plus au niveau urbain. Je fais ce qu'on appelle de la sobriété foncière, ce qui évite d'avoir des infrastructures qui coûtent très cher. Tout ça est lié en réalité. Il faut aussi sortir peut-être de cette vision bâtiment pour passer à une échelle plus territoire.
Et se dire, derrière, oui, j'avais envie de ma nouvelle piscine dans ma municipalité, mais la municipalité à côté en a une. Est-ce qu'on ne mettrait pas plutôt un transport en commun entre les deux, digne de ce nom, ce qui fait que finalement, je ne construis pas moi aussi ma piscine, mais en fait, on mutualise les deux. Donc, cette notion-là, et je trouve que là-dessus, la filière bois doit aussi se positionner. Je pense que la filière bois en France a mis du temps à comprendre la question de la circularisation, parce qu'on a des forêts, donc on a du bois neuf, ça tombe bien, on veut le passer. Mais en réalité, faire les deux discours en même temps est important. Oui, du bois neuf, quand on en a besoin, bien fait. Et il y a aussi quelque chose à recirculariser dans la matière qui est déjà produite. Donc, pour moi, c'est ça, en fait, qui s'en vient, puisque c'est là qu'on est rendu. On est rendu un peu à l'ère de la post-RE 2020 qui se mélange avec les deux. Merci. En résumé, oui. 3 choses. Conscience, être conscient de l'urgence du problème. 2, du courage, qu'il soit politique ou professionnel ou des filières. Et 3, coopération, ça ne peut pas se faire les uns avec les autres dans un coin, il faut le faire ensemble. Très beau mot de la fin, Marika. Merci à vous deux. Donc, ça conclut cet épisode du balado sur les politiques européennes et le carbone intrinsèque. Merci encore de votre présence ici, d'avoir partagé avec nous. Et on vous dit au prochain épisode.